Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour ce deuxième chapitre intitulé Configuration interne du cœur. Ce chapitre s'inscrit dans une série de cours animés d'initiation à l'anatomie de l'appareil cardiovasculaire. Le plan du cours s'articule autour de 4 axes principaux qui s'accordent pour assurer une visualisation de la conformation interne du cœur. Cet organe creux, formé du cœur droit et du cœur gauche, et qui sont entièrement séparés par la cloison interventriculaire et la cloison interauriculaire. On s'attardera ensuite un petit moment sur l'étude de la base du cœur, qui est perforée par 4 orifices qui assurent les différentes communications entre les cavités cardiaques. Et donc explicitement, les cavités du cœur se distinguent en cavité droite et cavité gauche. Les cavités droites, c'est-à-dire l'oreillette et le ventricule droit, sont séparées des cavités gauches, oreillette et ventricule gauche, par les cloisons interventriculaires et interauriculaires, de telle manière que le cœur semble constitué par 2 moitiés indépendantes, l'une droite et l'autre gauche. Comme prévu, on commence par la cloison interventriculaire. Cette structure séparative s'étend de la paroi antérieure à la paroi inférieure du cœur et s'unit à ces parois en regard des sillons interventriculaires antérieurs et postérieurs. On s'attaquera premièrement à son orientation, avant de s'intéresser à sa structure. La cloison interventriculaire est de forme triangulaire. Sa base regarde les oreillettes, où elle se continue avec la cloison interauriculaire, et son sommet répond à la pointe du cœur. La cloison interventriculaire est incurvée en segment de cylindre. Sa face droite, qui appartient au ventricule droit, est convexe. Elle regarde en avant, à droite et en haut, et laisse, toujours à sa droite, l'orifice auriculo-ventriculaire droit et celui de l'artère pulmonaire. Sa face gauche est concave. Elle regarde à gauche et en bas. Elle est juxtaposée à l'orifice auriculo-ventriculaire gauche et à l'orifice aortique. La cloison interventriculaire devient plus irrégulière au voisinage immédiat de la base des ventricules. Elle finit en arrière, selon une ligne très sinueuse. La cloison interventriculaire présente au point de vue structure 2 parties. Une partie épaisse, musculaire, et une partie mince, membraneuse. La partie musculaire comprend presque toute la cloison, et s'étend en diminuant d'épaisseur depuis le sommet jusqu'à la base. Son épaisseur moyenne est de l'ordre de 1 cm. Elle donne naissance à droite au pilier de la valvule médiale de la valve tricuspide. La partie membraneuse est à la base de la cloison interventriculaire, au voisinage immédiat de la cloison interauriculaire et en regard de la partie postérolatérale droite de l'orifice aortique. Sa face gauche répond au ventricule gauche et sa face droite donne insertion à la valvule médiale de la valve tricuspide. En avant de cette valvule, la cloison est interventriculaire. En arrière d'elle, elle est interauriculo-ventriculaire, séparant la partie antérieure de l'oreillette droite du ventricule gauche. Dans l'épaisseur de la cloison interventriculaire, chemine le tronc du faisceau de His. Si la cloison interventriculaire sépare les 2 ventricules droit et gauche,
Eh bien, la cloison interauriculaire, quant à elle, est une membrane mince qui sépare l'une de l'autre les deux oreillettes. Elle paraît se continuer en avant avec la cloison interventriculaire. La jonction de ces deux cloisons forme le X cardiaque, centré sur le septum atrioventriculaire. Par le reste de son pourtour, la cloison interauriculaire s'unit à la paroi des oreillettes, en regard du sillon interauriculaire. La cloison interauriculaire est orientée de même que la cloison interventriculaire, suivant un plan oblique. Tel que l'une de ses faces regarde à droite, l'autre regarde à gauche. Les ventricules sont deux cavités pyramidalo-conoïdes, placées en avant des oreillettes de part et d'autre de la cloison interventriculaire. Le sommet des ventricules répond au sommet du cœur. La base de chacun d'eux, dirigée en arrière, est entièrement occupée par deux orifices circulaires. L'un auriculo-ventriculaire, qui met en communication l'oreillette avec le ventricule. Ce sont les deux orifices auriculo-ventriculaires gauche et droit, correspondant respectivement aux valves mitrales et tricuspide. L'autre artériel, plus petit, fait communiquer le ventricule gauche avec l'aorte à travers la valve aortique et le ventricule droit avec l'artère pulmonaire par le biais de la valve pulmonaire. La maîtrise de la projection de ces valves cardiaques sur la paroi thoracique antérieure est d'une importance capitale pour la pratique de l'auscultation cardiaque. Technique permettant l'écoute du cœur par l'intermédiaire d'un stéthoscope et moment clé de l'examen clinique du patient. Les 4 valves cardiaques contrôlent l'afflux du sang dans le cœur en ouvrant et refermant les chambres cardiaques au cours d'une séquence coordonnée. Les 2 valves situées entre les oreillettes et les ventricules portent le nom de valves tricuspides et mitrales. Ces valves dirigent le flux du sang lorsqu'il se déplace des oreillettes au ventricule. Les 2 autres valves sont les valves semilunaires, aortiques et pulmonaires. Ces valves empêchent le reflux du sang dans le segment qu'il vient juste de quitter. Chacune des 4 valves est composée de replis appelés feuillets ou cuspides qui empêchent le reflux du sang dans la mauvaise direction. Alors, on commence par les orifices auriculo-ventriculaires. Chacun d'eux est muni d'un appareil valvulaire, appelé valve auriculo-ventriculaire. Ces valves ont la forme d'un entonnoir membraneux, fixé par sa base au bord de l'orifice auriculo-ventriculaire et saillant dans la cavité ventriculaire. Elles sont découpées en plusieurs valvules par de profondes incissures. Chaque valvule présente une face axiale lisse, une face pariétale qui est rendue inégale par les insertions des cordages tendineux. On distingue les cordages tendineux de premier ordre, de deuxième ordre et de troisième ordre. Chaque valvule présente également un bord adhérent uni au pourtour de l'orifice auriculo-ventriculaire et un bord libre dentelé. Sur cette vue schématique et plurialiste des structures tendineuses et musculaires du cœur, on aperçoit clairement les cordages tendineux. Des structures fibreuses qui se détachent des sommets des muscles papillaires. Ces derniers se hérissent des parois ventriculaires. Les cordages tendineux vont ensuite se fixer sur les feuillets des valves auriculo-ventriculaires afin de les amarrer.
On distingue les cordages de premier ordre qui se fixent à la base des On passe ensuite à l'orifice auriculo-ventriculaire droit, que l'on nomme également valve tricuspide. C'est un appareil valvulaire qui occupe la partie inférieure de la base du ventricule droit. Il fait communiquer ce dernier avec l'oreillette droite. Il est placé dans un plan vertical, regardant en arrière et à droite. Sa circonférence est de 120 mm chez l'homme et de 105 mm chez la femme. La valve tricuspide est divisée par 3 incisures en 3 cuspices aux valvules triangulaires. Septale, antérieure et postérieure. Les cuspices ou valvules sont fixés par leur base au bord de l'orifice valvulaire. Leur face axiale regarde vers l'oreillette, leur face périphérique regarde vers le ventricule et leur sommet, antérieur, est dentelé. À ces valvules sont annexés les piliers du ventricule droit. La valvule médiale reçoit les cordages du pilier du cône artériel et du pilier inférieur.
La valvule antérieure reçoit les cordages du pilier antérieur et du cône artériel. La valvule inférieure reçoit les cordages du pilier inférieur et du pilier antérieur. Cette infographie en 3D nous permet de visualiser avec un certain réalisme l'ensemble de l'appareil valvulaire tricuspide, présentant à peu près les mêmes particularités que son homologue gauche, à savoir un bord adhérent qui se lie étroitement à l'anneau fibreux, pas deux, mais plutôt trois valvules que sont la valvule médiale, antérieure et postérieure. Et encore une fois, les cordages tendineux permettant de fixer la valve tricuspide et la faisant lier aux muscles papillaires du ventricule droit qui en dictent les mouvements. On distingue le cône artériel, les piliers septal et postérieurs et le pilier antérieur. Notez bien que les cordages évitent les versions des valves pendant la contraction ventriculaire. La rupture des cordages induit une insuffisance mitrale ou tricuspide. On arrive ensuite aux orifices artériels. Chacun d'eux est pourvu de 3 valvules. Ce sont les valvules semilunaires ou les valvules sigmoïdes. Ces valvules sont de minces replis membraneux qui limitent des poches au nid de pigeon avec la paroi artérielle sur laquelle elles s'insèrent. On reconnaît à chaque valvule une face supérieure ou pariétale concave, une face inférieure ou axiale convexe, un bord adhérent par lequel la valvule s'unit à la paroi, et un bord libre horizontal. Celui-ci présente à sa partie moyenne un petit ronflement formé par un nodule fibreux, appelé nodule d'Aronthus pour les valvules aortiques et nodule de Morgani pour celles de l'orifice pulmonaire. L'insertion des valvules sigmoïdes ne correspond pas exactement à la limite de la paroi artérielle. La partie inférieure du bord adhérent des valvules s'attache en regard de la paroi musculaire du cœur, tandis que les extrémités du bord adhérent s'attachent à la paroi artérielle. Cependant, la moitié postérieure de la valvule latérale gauche de l'aorte s'attache à une paroi membraneuse qui se continue en bas avec la valvule médiale de la valve mitrale. Notez bien qu'il n'existe pas de cordage tendineux pour les valvules sigmoïdes. L'orifice aortique occupe la partie supérieure de la base du cœur. Orienté vers le haut, il regarde légèrement à droite et en arrière. Il est plus antérieur que l'orifice mitral et situé en arrière de l'orifice pulmonaire. Sur son pourtour, qui mesure à peu près 25 mm, s'implantent les 3 valvules sigmoïdes. On distingue la valvule postérieure, la valvule antérieure gauche et la valvule antérieure droite. Le sang oxygéné est pompé en dehors du ventricule gauche, passe par la valve aortique et atteint l'aorte. Si les feuillets de la valve aortique se calcifient et ne s'ouvrent pas complètement, la circulation sanguine normale provenant du cœur est bloquée et diminue. On parle alors de sténose aortique. L'orifice pulmonaire occupe la partie antéro-supérieure de la base du cœur et fait suite à l'infundibulum pulmonaire. Il est situé au-dessus, en avant et à gauche de l'orifice tricuspide. Il est muni de 3 valvules en nid de pigeon, dites valvules sigmoïdes,
inversement orientés par rapport à leur homologue de l'aorte, et qui se distinguent en valvule antérieure, postérieure droite et postérieure gauche. Sa circonférence mesure à peu près 25 mm. Les valvules sigmoïdes présentent une face supérieure concave, une face inférieure convexe, un bord adhérent concave et un bord libre représentant à sa partie moyenne un petit nodule, en l'occurrence le nodule de Morgani. Les valves cardiaques sont repérées sur la paroi thoracique antérieure par une ligne qui joint la 3e articulation chondrosternale gauche à la 6e articulation chondrosternale droite. Les bruits produits par les différentes valves lors de leur fermeture s'entendent le mieux à l'endroit où le courant sanguin issu de ces valves s'approche le plus de la paroi thoracique. Ainsi, la valve aortique s'entend mieux au niveau de la 2e articulation chondrosternale droite. La valve pulmonaire s'entend mieux au niveau du bord sternal du 2e espace intercostal gauche. La valve tricuspide s'entend mieux au niveau de la 5e articulation chondrosternale droite. Et la valve mitrale s'entend mieux dans le 5e espace intercostal gauche, à l'intérieur de la ligne médioclaviculaire. Au cours de l'auscultation cardiaque, 2 bruits du cœur sont habituellement audibles. Le premier bruit B1, au début de la systole, est induit par la fermeture des valvules atrioventriculaires tricuspides et mitrales. Sa tonalité est sourde et maximale à l'apex du cœur. Le deuxième bruit B2, au début de la diastole cette fois-ci, est provoqué par la fermeture des valvules semilunaires aortiques et pulmonaires. Sa tonalité plus haute et sèche est maximale à la base du cœur. Le cœur possède 4 chambres creuses, les ventricules gauche et droit et les oreillettes gauche et droite. Chaque chambre possède une fonction différente. L'oreillette droite reçoit le sang dépourvu d'oxygène et se déverse dans le ventricule droit. Ce sang est ensuite acheminé vers les poumons à des fins d'échange gazeux. Le sang oxygéné provenant des poumons pénètre dans l'oreillette gauche et se déverse dans le ventricule gauche. L'oreillette droite a une forme ovoïde à grand axe vertical. La paroi latérale présente quelques fines colonnes de 3e ordre. En avant d'elle se voit l'orifice de l'auricule droite. Celle-ci est une cavité dont les parois sont soulevées par de nombreuses colonnes charnues du 2e et 3e ordre. La paroi médiale est constituée par la cloison interauriculaire. Elle présente une dépression arrondie, la fosse ovale, limitée par un anneau saillant interrompu en bas et en arrière. C'est l'anneau de vieux sens, ou encore le limbus de la fosse ovale. La fosse ovale correspond au vestige du trou de Bottal. C'est une communication physiologique présente entre les 2 atriums durant la vie fœtale et normalement appelée à se refermer après la naissance. La paroi supérieure présente l'orifice avalvulaire de la veine cave supérieure. Il est circulaire et mesure environ 2 cm de diamètre. La paroi inférieure est creusée de 2 orifices. En arrière, l'orifice de la veine cave inférieure, situé à l'union des parois inférieures et postérieures, et dont le rebord antéro-inférieur présente une saillie lamelleuse, la valvule d'Eustache ou valvule de la veine cave inférieure. Son diamètre est de 3 cm environ. Cette même paroi présente en avant et médialement l'orifice du sinus coronaire, mesurant 12 mm environ de diamètre. Il est situé en avant et en dedans de l'orifice de la veine cave inférieure, et limité en avant et en bas par un mince repli appelé valvule de Débézius, ou valvule du sinus coronaire.
La paroi postérieure présente entre les orifices des deux veines caves une saillie connue sous le nom du tubercule interveineux, autrefois appelé tubercule de Lower. Chez le fœtus, il dirige le sang de la veine cave supérieure vers l'ostium atrioventriculaire droit. Les bords droits des ostiums caves sont unis par la crête terminale qui répond au sillon terminal de la base du cœur. La paroi antérieure de l'oreillette droite correspond à l'orifice auriculo-ventriculaire droit ou valve tricuspide. L'oreillette gauche est également ovoïde, mais contrairement à l'oreillette droite, elle présente un grand axe transversal. La paroi latérale est lisse. Elle présente en avant à l'union avec la paroi antérieure l'orifice de l'auricule gauche. La paroi médiale est formée par la cloison interauriculaire. Assez souvent, on y voit une saillie qui répond à la fosse ovale de l'oreillette droite. Il s'agit du fundus de la fosse ovale. Il est limité en avant par un croissant membraneux, le repli semilunaire. Sur la paroi antérieure s'ouvre l'orifice auriculo-ventriculaire gauche. Quant à la paroi postérieure, elle est percée des 4 ostiomes arrondis des veines pulmonaires. Les parois supérieures et inférieures sont lisses et étroites. Le ventricule droit a la forme d'une pyramide triangulaire, présentant 3 parois, une base et un sommet. La paroi antérieure correspond à la face sternocostale du cœur. La paroi inférieure répond à la face diaphragmatique. Et la paroi médiale est représentée par la cloison interventriculaire. Ces 3 parois sont hérissées de nombreuses colonnes charnues. Parmi les colonnes charnues de deuxième ordre, il faut distinguer la bande étensiforme ou la trabécule septomarginale, qui s'étend de la paroi antérieure à la paroi médiale, en décrivant une courbe à concavité dirigée vers la base du ventricule. La base porte l'orifice auriculo-ventriculaire droit et l'orifice de l'artère pulmonaire. L'orifice auriculo-ventriculaire droit présente la valve tricuspide, qui possède 3 valvules principales: septale, antérieure et postérieure. Ces valvules répondent chacune à l'une des parois de la cavité ventriculaire. L'orifice de l'artère pulmonaire, situé en avant de l'orifice auriculo-ventriculaire droit, est muni de 3 valvules sigmoïdes. L'une est antérieure, les 2 autres postérieures sont l'une à droite, l'autre à gauche. La cavité ventriculaire droite se prolonge en haut et à gauche sous la forme d'un entonnoir, dont le segment tronqué répond à l'orifice pulmonaire. Ce prolongement, appelé infundibulum, présente sur la paroi médiale la limite qui le sépare du reste de la cavité ventriculaire. Une saillie arrondie, appelée éperon de Wolff. Les parois du ventricule gauche sont beaucoup plus épaisses que celles du ventricule droit. Il a la forme d'un cône aplati transversalement, de telle manière qu'on peut lui distinguer une paroi médiale ou septale, une base et un sommet. La base du ventricule présente 2 orifices: l'orifice auriculo-ventriculaire gauche et l'orifice aortique. L'orifice auriculo-ventriculaire gauche présente la valve auriculo-ventriculaire, appelée valve mitrale, formée de 2 valvules. L'une médiale ou septale, l'autre latérale.
Sur les faces pariétales de ces deux valvules se terminent des cordages tendineux des deux colonnes charnues de premier ordre, qui naissent dans les angles formés en avant et en arrière par la réunion des faces collatérales et septales. La colonne charnue antérieure se fixe sur la moitié antérieure des deux valvules, alors que la colonne charnue postérieure s'attache sur leur moitié postérieure. L'orifice aortique est situé en avant et à droite de l'orifice auriculo-ventriculaire gauche, en arrière de l'orifice pulmonaire. Son appareil valvulaire comprend 3 valvules sigmoïdes, ayant une orientation inverse des valvules de l'orifice pulmonaire. L'une est postérieure, les deux autres sont antérieures, l'une à droite et l'autre à gauche. La valvule septale de l'orifice mitral ou grande valvule de la mitrale, en plus des piliers musculaires et des cordages tendineux, forme une cloison qui divise le ventricule gauche en 2 parties. La partie gauche du ventricule forme la chambre veineuse ou d'admission et répond à l'orifice mitral. La partie droite forme la chambre artérielle ou de chasse. Celle-ci se prolonge par un cône moins développé que celui de l'infundibulum pulmonaire et qui aboutit à l'orifice aortique. Les parois des ventricules sont beaucoup plus épaisses que celles des oreillettes et sont hérissées de saillies musculaires très développées, appelées colonnes charnues. Les colonnes charnues sont de 3 ordres. Les colonnes charnues de premier ordre, appelées encore piliers du cœur ou muscles papillaires. De forme conique, ils sont unis par leur base à la paroi ventriculaire. De leur sommet se détachent de petits cordages tendineux qui se terminent sur les bords et sur les faces pariétales des valvules auriculo-ventriculaires. En raison de leur mode d'insertion sur la valvule, on distingue les cordages tendineux en 3 catégories. Les cordages tendineux de premier ordre. Les uns vont directement s'attacher au bord adhérent de la valvule, tandis que d'autres adhèrent sur une étendue variable à la surface pariétale, avant d'atteindre leur point d'insertion. Ceux de deuxième ordre adhèrent à la face pariétale, et ceux de troisième ordre s'insèrent sur le bord libre. Les colonnes charnues de deuxième ordre sont unies à la paroi ventriculaire par leurs 2 extrémités et libres dans le reste de leur étendue. Les colonnes charnues de troisième ordre adhèrent à la paroi sur toute leur longueur. À chaque contraction des ventricules, le sang est pompé en dehors du cœur. Le volume systolique correspond à la quantité de sang pompé par un ventricule lors d'une contraction. Le débit cardiaque se traduit par le volume de sang éjecté toutes les minutes par le ventricule. Pour calculer le volume du débit cardiaque, multipliez le nombre de battements cardiaques en 1 minute par le volume systolique. Au repos, le débit cardiaque d'un homme adulte est d'environ 5,25 litres contre 4,9 litres chez une femme adulte. Le débit cardiaque augmente en cas d'activité physique, atteignant une valeur maximale pouvant être 4 à 7 fois plus importante que le débit au repos. Cette différence entre le débit au repos et le débit maximal porte le nom de réserve cardiaque. La fréquence cardiaque et le volume systolique sont régulés par le système nerveux autonome et par les hormones présentes dans la circulation sanguine. D'autres facteurs, tels que l'âge, le poids et la condition physique, influent également sur le débit cardiaque. Lorsque le sang chemine dans le système circulatoire, il fait pression sur les parois des vaisseaux sanguins. La tension artérielle correspond à la force exercée sur ces vaisseaux. Elle est due à l'afflux sanguin généré par le cœur lorsqu'il bat
et à la résistance que le sang rencontre lorsqu'il se déplace dans un vaisseau clos. Lorsque le cœur se contracte, le sang est propulsé dans les artères. Cette force exerce une pression contre la paroi du vaisseau, accélérant la circulation du sang lors d'une pression élevée. Lorsque les ventricules se relaxent, les parois des vaisseaux reprennent leur position normale et la circulation sanguine ralentit, entraînant une pression plus basse. Le pompage constant du cœur permet de maintenir la pression et l'alimentation sanguine dans l'ensemble du corps. La tension artérielle sert à évaluer la fonction cardiovasculaire normale. La mesure prise au moment où la tension est la plus élevée, lorsque les ventricules se contractent et que la pression est à son maximum dans les artères, porte le nom de pression systolique. La mesure prise au moment où la tension est la plus basse, lorsque les ventricules se relâchent et que les valves semi-lunaires sont fermées, prend le nom de pression diastolique. La tension artérielle est habituellement consignée en mesurant la pression systolique et la pression diastolique. La pression systolique moyenne est de 120 mm de mercure, alors que la pression diastolique moyenne est de 70 à 80 mm de mercure.